Bonjour à tous, chers amis, bonjour à vous qui m'écoutez, qui prenez cette vidéo au moment où elle paraît. Si vous avez activé la clochette, ça je sais pas, hein, sinon faites-le. Autrement, abonnez-vous, partagez, likez, mettez un pouce, voilà. Bon, bref, vous connaissez la chanson. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Bon, nous sommes mardi, la veille des fêtes de Noël. En celte, on dirait Noël et non pas Noël. Enfin bon, pour les Celtes gaulois, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, eh bien voilà, je vous le lis, hein, Noël c'est Noël, ça s'écrit différemment de Noël, mais enfin ça y ressemble un petit peu. C'est de la langue celte, donc les Celtes sont les habitants de la Gaule, n'est-ce pas? Pour vous remettre en mémoire, vous les Bretons qui m'écoutez, moi je suis en Bretagne, enfin aux portes, aux escaliers qui montent, qui montent, qui montent. On n'est pas dans la vraie Bretagne, hein. Les vrais Bretons me disent tous, et ils ont raison, ils me disent tous le contraire. Ils me disent que les portes de la Bretagne, c'est pas la Bretagne, et ils n'ont pas tort. Il y a la Bretagne des côtes, hein, je pense à Quimper, Brest, Dinan peut-être, je ne sais pas, Dinard, je ne sais pas non plus. Lorient, oui, c'est un port aussi, etc., etc. Saint-Malo, c'est un port. C'est la vraie Bretagne. Après, il y a la Bretagne du centre. Il y a des villes que je connais pas, mais bon, il y a la Bretagne du centre aussi, hein, les terres, en pleine terre. Et puis, il y a les portes, c'est-à-dire le début ou la fin, ça dépend de quel côté vous vous placez. Si vous vous dirigez vers la Bretagne, c'est les portes, c'est l'entrée. Si vous quittez la Bretagne, vous sortez de la Bretagne par une porte, hein, c'est bien connu, hein, où vous descendez les escaliers pour tomber dans la région Pays de Loire, ou voilà quoi, hein. Vous voyez de quel côté, ça dépend de quel côté vous sortez de la Bretagne, bien sûr, hein. Mais enfin, en général, le côté le plus simple, c'est bien sûr les Pays de Loire. Bon, j'espère que vous allez bien. Chers amis, nous poursuivons notre historicité des monarques, des rois de l'Hexagone, du pays franc. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Clodomir, vers 495, 25 juin 524. Je ne sais pas si c'est sa date de naissance ou de sa mort, enfin, j'en sais rien. Écoutez, on va faire un rapide tour. Enfin, rapide. Est-ce que c'est long? Non, ça va, c'est pas très long. Donc la vidéo va pas durer très longtemps. On va faire simplement un petit peu le briefing, hein, c'est-à-dire, voilà, ici, on va prendre ici à droite ces titres, hein. Donc deuxième roi des Francs d'Orléans. Ah, il était d'Orléans, lui. Oui, parce que chaque région avait son roi. Un petit peu comme la Lombardie, mais peut-être j'aurai l'occasion de vous en parler, puisque ça me touche de près, bien sûr, évidemment, vous l'avez compris, hein. Mais je ne suis pas le seul, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, ça me touche un peu de près. Bon, alors, deuxième roi donc de 511, 25 juin 524, 13 ans, prédécesseur Clovis Ier, bon, successeur, partage du royaume d'Orléans entre Childebert Ier, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Voilà, une statue apparemment, Clotaire Ier et Thierry Ier. Ça, c'est des médailles, enfin des artefacts, hein, voilà. Biographie, alors, c'est des Mérovingiens, bon. Alors, date de naissance 495, date de décès 25 juin 524, vers 29 ans, bon. Ça, quand vous entendez autour d'eux, vers telle date, dites-vous bien que ce n'est pas des historiens très pointus. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux, ceux-là, attention, mais c'est des religieux. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est écrit par la compagnie de Jésus, les jésuites, par quelques moines, Grégoire le Grand, je crois, on avait cité, hein, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est fait par des religieux, donc des évêques peut-être, donc voilà, passons. Alors père Clovis Ier, mère Clotilde, à genoux, vous voyez, regardez, c'est pas beau ça. Enfin, conjoint Gondioque. Bon, Gondioque active au début du VIe siècle, est une reine franque, épouse des Mérovingiens. Bon, Clodomir notamment. Conjoint, je l'ai dit. Enfant Thibaut.
Non, Gontier et Clodoald. Vous voyez, Clodoald, un saint, regardez, plus connu sous le nom de Saint-Cloud. Oh, oh, enfin bon. Alors, un baptême prématuré. Alors, généalogie, on vient de le dire, il est le fils de Clovis, etc. Bon, il est père de. Voilà. Le baptême, un baptême prématuré. Bon, Ingomer. Qui c'est ça? Ah oui, c'est lui. Oh, c'est Ingomer, là? Ben, Clodomir, je comprends plus. Ingomer ou Clodomir? Faut savoir. Hein. Grande race ou descendant illustre Ingvaeon, ancienne tribu franque, les tribus avant. Premier fils de Clovis et Clotilde, était mort, ah oui d'accord, en bas âge, oui, c'est un de leurs enfants qui n'a pas survécu. Après avoir été baptisé à l'initiative de Clotilde. Dans les vêtements blancs, ceux mêmes dans lesquels il avait été régénéré. Oh, que c'est beau. Sans prendre conseil aux consultations auprès de Clovis. Ah bon, ben, ça montre bien que Clovis n'a pas été baptisé. Si Clotilde a fait ça, c'est que bon, Clovis n'était pas chrétien. Sinon, il aurait été avisé quand même. C'est le roi, non? En plus, c'est le mari de Clotilde. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça montre la contradiction, vous voyez, de ces historiens religieux qui vous racontent l'histoire officielle, mais avec des approches un peu floues, même très floues d'ailleurs. Voilà. Non mais sans blague, on ne fait pas baptiser quelqu'un sans le consentement du père. Même aujourd'hui en 2024, est-ce que vous imaginez, même en 2024, une mère, si toutefois ils vivent sous le même toit, hein, évidemment, est-ce que vous imaginez que le père ne soit pas au courant que la mère veut faire baptiser son fils ou sa fille? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Chers amis, dites-moi en commentaire. Dans les sociétés germaniques, l'organisation sociale est matrilinéaire. Oh là 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 là! Pourquoi attendre? La famille matrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de sa mère. Cela signifie que la transmission par héritage du prestige et des biens matériels des noms de famille et titres se succèdent suivant le lignage féminin. Ah bon? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Ouais, je vais le garder, ça c'est pas mal, oui peut-être. Enfin, on revient en arrière. Je pense pas que sous Clovis ou même sous les autres rois, parmi les Mérovingiens, puisque Clovis est mérovingien, paraît-il, alors que Mérové est né après, mais enfin bon, cherchez l'erreur. Comment ça se fait que c'est la mère qui décide sans consulter le mari ou le père de l'enfant, hein? Bon, bref. Alors, dans la société germanique, l'organisation sociale est matrilinéaire, voire matriarcale. Les reines germaniques furent donc habituées à commander Clovis, encore païen. Ah ben voilà, vous voyez. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Il était converti juste avant la naissance de son enfant ou ses enfants. Et puis là, on dit qu'il était encore païen. Vous voyez un petit peu la contradiction? Non, vous sentez un petit peu la dissimulation? Clovis n'était pas païen, il était odinique, c'est tout. Clovis, encore païen, reprocha à la reine: si l'enfant avait été voué à mes dieux, vous voyez, donc Odin, Thor, etc., il vivrait encore. Mais, comme il a été baptisé au nom de votre Dieu, il n'a pas pu vivre. Clotilde répondit: je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, qui ne m'a pas jugé indigne de voir associé à son royaume l'enfant né de mon sein. Cette perte n'a pas affecté mon âme de douleur parce que je sais que les enfants que Dieu retire du monde, quand ils sont encore dans les aubes, sont nourris de sa vue. Cette croyance en la résurrection des enfants baptisés
prouve qu'elle était sensible aux débats religieux de son temps. La mort des nouveau-nés étant courante, la notice du prêtre Guénade de Marseille, peu cher, résumant de Marseille, c'était pas Marseille, Massilia, c'était, voilà, bon bref, Massilia et pas Marseille, résumant l'œuvre de Saint-Augustin, préconisé, vous voyez, Saint-Augustin qui avait écrit déjà ce que Clovis et Clotilde avaient fait, vous voyez, déjà quelques siècles plus tard, mais bon, c'est un religieux, Augustin, nous le savons, hein, préconisé de les faire baptiser afin de sauver leurs âmes. Clotilde décida du baptême de Clodomir après sa naissance en 495 pour que son fils puisse être sauvé en cas de mort prématurée. Clodomir tomba malade et Clovis réprimanda Clotilde de lui avoir administré un baptême chrétien. Il ne peut pas lui arriver autre chose que ce qui est arrivé à à son frère. Après avoir été baptisé au nom de votre Christ, il mourra aussitôt. Mais Clotilde pria Dieu et Clodomir guérit. Regardez-moi ça. Succession au trône et partage du royaume. Alors, à la mort de son père, en 511, Clodomir partage le royaume des Francs avec ses 3 frères, Thierry, Childebert et Clotaire. Thierry, que voilà les médaillons, Childebert et Clotaire, voilà. Thierry, l'aîné, bien que né d'une épouse de second rang, fut largement avantagé en raison du droit de la mère, Mutterrecht. Oula. C'est qui Rouge? Oui, d'accord. Une princesse franque, Rhénane, pardon. Clodomir partagea la moitié du royaume de Clovis avec ses 2 autres frères. C'est le royaume d'Orléans, taillé dans l'ancien royaume de Syagrius, donc un roi, hein, vous vous rappelez, qui lui échoua. Ce royaume fut le seul composé d'un seul bloc situé à cheval sur la Loire avec comme capitale Orléans, ville conciliaire en 533, 541, 549 et comportant notamment les évêchés de Tours, Poitiers, ainsi que les villes de Bourges et de Limousin. Clodomir épousa Condioque, qui lui donna 3 fils, Thibaut, Théodobald, Gontier, Gontard et Clodoald, le futur Saint-Cloud. S'il passa son règne à Guiroyer, il s'occupa aussi des affaires du royaume, héritant des fonctions de magister militum. Vous voyez ? Oui. Constantin, c'est lui le premier qui a fait convertir Rome au christianisme. Bon, enfin, Constantin. Que leur conférait l'Empire romain. Ben voyons. Les rois francs peuvent désigner les évêques. Ainsi, en 522, il nomma à l'évêché de Tours Aumalius. Qui c'est ça, Aumalius? À la suite de la mort de Dinifius. Des noms romains, vous voyez, c'est des Romains. Guerre contre les Burgondes. Fait de Clotilde, et expansion du Regnum Francorum. En 523-524, Sigismonde. Voilà le portrait, la peinture. Roi du Burgonde, devenu veuf, se remaria avec une femme probablement catholique. Probablement, vous voyez, c'est jamais très sûr. Hein, de son premier mariage avec une fille de Théodoric le Grand. Voilà le médaillon. Regardez simplement Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths. Ah voilà, oui, des Ostrogoths. Voilà, c'est plutôt la tenue d'un Ostrogoth que d'un catholique. Hein, j'allais dire, mais bon. Il avait eu un fils nommé Ségéric, âgé d'une 20aine d'années. Ce dernier arien, voilà, la religion arienne, vous voyez. L'arianisme est une doctrine christologique du
à Arius 256-336, théologien alexandrin de langue grecque appartenant à l'école théologique d'Antioche. Et possible héritier de Théodoric, aurait pu unifier les royaumes burgondes et ostrogoths s'il n'était pas devenu un obstacle pour les futurs enfants de la nouvelle épouse de Sigismond. Excusez-moi. En effet, elle profita d'un jour de cérémonie pour vêtir les vêtements de la reine Ariani, mère de Sigéric. Celui-ci lui reprocha sa tenue, et elle en profita pour faire croire à Sigismond qu'il voulait le tuer pour s'emparer de son royaume et l'unifier à l'Italie. Alors, guerre offensive burgonde et mort de Clodomir. Alors, Sigismond qui s'était réfugié à Saint-Maurice d'Agome, c'est où ça ? En Suisse. Après avoir détrôné et remplacé par Godemar, suivant la coutume liée aux Andinos, chef de guerre, fut livré aux Francs par les Burgondes en habit monastique. Avec sa famille, Clodomir rentra à Orléans, mais le frère de Sigismond, Godemar III, revint triomphant en Burgondie, à la tête des troupes envoyées par son allié et parent, le roi ostrogoth Théodoric le Grand. Là, il fit massacrer la garnison que les Francs avaient laissée. L'abbé Avite de Saint-Mesmin de Missy, c'est où ça ? Val-de-Loire, parent d'Avite de Vienne, avertir Clodomir. Bref, voilà. La succession, alors attendez, Clodomir se lança ensuite dans une seconde expédition contre les Burgondes. En compagnie de Thierry, il fut tué lors de la bataille de Vézérons, c'est où ça ? Dans l'Isère. Le 25 juin 524, après avoir été trompé par des adversaires qu'il poursuivait, conformément à la loi salique, sa tête fut tranchée et plantée au bout d'une lance en signe d'accomplissement d'une fête. C'est quoi la fête ? Loi salique. Godemar III récupéra alors son royaume pour 10 ans, jusqu'à ce que, en 534, Clotaire, Childebert et Tibère, sans Thierry, qui matait des révoltes en Auvergne, menèrent une expédition en Burgondie, s'emparèrent d'Autun. La succession coutume barbare plutôt que droit légal. Ça c'est un point de vue. Les 3 fils de Clodomir furent recueillis par sa mère, tandis que sa veuve, Gondioque, épousa Clotaire. Mais cela ne suffit pas pour que ce dernier obtienne le territoire de son défunt frère. La loi salique imposait le partage du royaume entre les fils de Clodomir. En 524, décidément, Childebert, craignant que la reine-mère mit les enfants de Clodomir sur le trône, invita Clotaire à Paris pour élaborer un accord. Les tractations, alors Clotaire et Childebert purent alors se partager librement le territoire de leur frère Thierry, capta lui aussi une partie de l'héritage et récupéra l'Auxerrois, le Berry et le Sénonais. C'est près de Paris, ça ? Ah bon ? Sens, oui d'accord, le Sénonais c'est Sens. Les Sénonais c'est les habitants de Sens alors. Les 2 oncles massacrèrent les enfants de Clodomir. Clotaire assassina Thibaut d'un coup de couteau dans les selles. Gontard se jeta aux pieds de Childebert qui se mettait à pleurer et faillit céder aux suppliques de son neveu. Mais Clotaire lui fit remarquer qu'il était à l'initiative de l'entreprise. Childebert rejeta alors Gontier contre son frère, qui l'égorgea. Thibaut et Gontier avaient respectivement 10 et 7 ans. D'accord. Clodoald resta en vie parce qu'il parvint à s'enfuir, mieux connu sous le nom de Saint-Cloud.
C'est Dieu qui lui a donné des ailes, il est parti. Bon, il a réussi à s'enfuir, c'est bien. Voilà, chers amis, la vidéo s'achève là. Elle n'est pas très longue, hein, vous voyez. Hop. Nous revenons ici en arrière. Bon, le règne de Clodomir n'a pas été très long d'ailleurs, hein, regardez. 511-524, hein, 13 ans. Oui, mais enfin, à l'époque, les rois régnaient pas longtemps. Alors ici, Thierry, on n'a pas de photo, mais on verra ça demain. On verra ça pour la prochaine vidéo. Chers amis, voilà. La vidéo s'achève. Elle est un peu courte. Hein, voilà. Ben, écoutez, ça change un petit peu. Hein, on va pas toujours s'étaler. Voilà. Voilà, coucou. Donc cette vidéo s'achève, elle n'a pas été très longue comme je vous l'ai dit, parce que bah, elles ne sont pas toutes de 45 minutes, hein, les vidéos. Mais il y en a, vous verrez que ce sera beaucoup plus long, et même que je devrais partager en 2 ou 3 ou même 4 fois. Parce que bon, il y a des règnes qui ont été plus longs, et qu'il faut vraiment bien dépouiller, bien expliquer, pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà, chers amis, en ce début de semaine, nous nous quittons là. Nous nous disons à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.